On a tous déjà ressenti cette soif intense après un effort ou ce besoin quasi instinctif de boire de l'eau. Eh bien, derrière ces sensations que l'on connaît tous, il y a un balai hormonal secret d'une précision absolument incroyable. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de notre corps pour comprendre comment il maintient cet équilibre vital entre l'eau et le sel. C'est une mission essentielle qui se joue à chaque seconde de notre vie. Et c'est la grande question, n'est-ce pas? Parce que si cet équilibre est rompu, même un tout petit peu, les conséquences peuvent être vraiment sérieuses. C'est exactement à ce moment-là que notre corps, qui est un peu comme un système d'alarme ultra sophistiqué, déclenche une intervention d'urgence. Tout ça, ça porte un nom, l'homéostasie. C'est le pilier central de notre santé. Et pour le maintenir, notre corps, il a une véritable équipe d'intervention hormonale d'élite. Cette équipe est composée de deux systèmes principaux qu'on va découvrir tout de suite. Allez, faisons connaissance avec la première unité de cette équipe d'urgence, le système rénine-angiotensine-aldostérone, ou SRAA pour les intimes. Il faut le voir comme le premier secours qui arrive sur les lieux d'un accident. Il est programmé pour agir vite et fort en cas de crise. Alors, qu'est-ce qui peut bien déclencher cette alarme? En gros, 3 situations. Une baisse du volume sanguin, par exemple quand on est déshydraté, une chute du taux de sodium ou au contraire un excès de potassium. Ce sont les signaux d'alerte qui activent immédiatement ce fameux SRAA. Et là où ça devient vraiment fascinant, c'est quand on regarde où tout ça démarre, au cœur même de nos reins. Il y a là un petit groupe de cellules spécialisées, l'appareil juxtaglomérulaire, qui agit comme un détecteur. Il sent qu'il y a un problème et il sonne l'alarme en libérant une enzyme qui va tout enclencher, la rénine. Une fois la rénine libérée, c'est le début d'une réaction en chaîne, une vraie cascade de dominos. Comme on le voit ici, étape 1, la rénine est dans la place. Étape 2, elle transforme une protéine qui dormait tranquillement en angiotensine 1. Mais le vrai super-héros de l'histoire, c'est celui de l'étape 3, l'angiotensine 2. C'est une molécule surpuissante qui va passer à l'action. L'angiotensine 2, c'est notre agent de terrain. Elle a une to-do list bien précise avec 3 missions critiques pour tout remettre en ordre. D'abord, elle resserre les vaisseaux sanguins pour faire remonter la pression. Ensuite, elle donne un petit coup de boost au cœur pour qu'il pompe plus fort. Et enfin, elle ordonne la libération d'une autre hormone, l'aldostérone, dont le boulot, c'est de dire aux reins « Stop, on garde tout le sel et l'eau, c'est précieux ». Ok, ça c'était l'équipe d'intervention rapide. Mais il y a un autre joueur majeur dans cette histoire. Si le SRAA est sur le terrain, l'ADH, elle, c'est la spécialiste qu'on appelle depuis le quartier général, c'est-à-dire le cerveau. L'hormone antidiurétique ou ADH, elle est fabriquée dans une petite zone du cerveau qu'on appelle l'hypothalamus. Bon, il ne faut pas se laisser impressionner par le schéma qui peut paraître complexe. L'idée clé à retenir, c'est que l'hormone voyage le long de ses autoroutes nerveuses pour aller dans sa zone de stockage où elle attend bien sagement d'être libérée sur ordre. C'est bien la preuve que notre cerveau a un contrôle direct sur notre équilibre en eau. Alors, qu'est-ce qui lui donne le signal de se libérer à cet ADH? Eh bien, ce tableau nous dit tout. Le signal le plus important, c'est la concentration du sang. On appelle ça l'osmolalité. Pour faire simple, si le sang devient trop salé, trop concentré, le cerveau libère l'ADH pour retenir de l'eau et le diluer. Et à l'inverse, s'il est trop dilué, il bloque sa libération. D'autres choses, comme une baisse de tension ou même des nausées, peuvent aussi sonner l'alarme. Mais concrètement, comment elle fait l'ADH? C'est là que ça devient génial. Une fois qu'elle est libérée, elle file jusqu'au rein. Et sa mission, c'est d'ordonner aux cellules des reins d'ouvrir des milliers de petits canaux à eau à leur surface. Le nom scientifique, c'est aquaporine. Ces canaux, c'est comme des portes qui s'ouvrent en grand pour réabsorber massivement l'eau qui allait partir dans les urines et la renvoyer vite fait dans le sang. Tout ça, c'est la mécanique quand elle est bien huilée. Mais que se passe-t-il quand il y a un grain de sable dans l'engrenage? C'est à ce moment-là que les médecins se transforment en véritables détectives, prêts à résoudre un mystère biologique. Et comme dans toute bonne enquête, on commence par collecter les indices. La première étape, ce sont les tests qu'on appelle statiques. Avec de simples prises de sang et des analyses d'urine, on prend une sorte de photo de la situation à un instant T. On mesure la proportion de globules rouges, les protéines, la concentration du sang et des urines, et bien sûr les fameux sodium et potassium. Prenons un exemple tout simple, l'hématocrite. Ce test mesure juste la part des globules rouges dans le volume total du sang. Imaginez, si on perd de l'eau, le volume liquide du sang diminue. Et donc mathématiquement, la concentration en globules rouges augmente. C'est un indice tout bête, mais super puissant pour repérer une déshydratation. Sauf qu'une simple photo, un instantané, ça ne suffit pas toujours pour résoudre l'enquête. Pour vraiment comprendre où est le problème, il faut voir le système en action. C'est un peu comme pour une voiture. C'est bien de regarder le moteur, mais pour savoir si les freins marchent, il faut rouler et appuyer sur la pédale. C'est exactement le but des tests dynamiques.
Le test dynamique le plus connu, c'est le test de restriction hydrique. Bien sûr, tout ça se fait sous surveillance médicale très stricte. On demande aux patients de ne pas boire pendant plusieurs heures. L'objectif est simple, on crée une petite déshydratation contrôlée pour voir si le système ADH fait son travail. Est-ce qu'il va s'activer pour retenir l'eau et concentrer les urines? Oui ou non? Voilà, on a nos indices, statiques et dynamiques. Maintenant, il est temps de résoudre l'énigme. On va voir comment les résultats de ces tests permettent aux médecins de faire la différence entre des maladies qui, en apparence, se ressemblent beaucoup. Et c'est là que tout s'éclaire. Si, même sans boire, la personne continue d'uriner des litres d'une urine très claire, très diluée, ça veut dire que le système ADH est en panne. C'est ce qu'on appelle le diabète insipide. Par contre, si l'urine se concentre bien, ça prouve que le système, lui, fonctionne. Le problème vient d'ailleurs, souvent d'un comportement, comme une consommation d'eau compulsive qu'on appelle la potomanie. Mais attention, l'enquête n'est pas tout à fait terminée. Si on a diagnostiqué une panne du système ADH, il reste une question absolument cruciale. D'où vient cette panne? Est-ce que c'est le quartier général, le cerveau qui n'envoie plus l'ordre? Ou est-ce que ce sont les troupes sur le terrain, les reins, qui sont devenues sourdes à cet ordre? Et la clé pour résoudre cette toute dernière énigme, elle tient souvent dans un petit flacon. À l'intérieur, du DDAVP. C'est tout simplement une version de synthèse de l'hormone ADH. L'idée est hyper maligne. On va administrer cette hormone directement pour voir si on obtient enfin une réaction. Et là, le verdict est sans appel. Si, après avoir reçu le DDAVP, l'urine se concentre, enfin, ça veut dire que les reins ont bien reçu l'ordre et qu'ils ont obéi. Le problème venait donc du cerveau, qui n'envoyait pas l'ordre initial. On dit que le problème est central. En revanche, si rien ne se passe, ça veut dire que les reins ont bien eu l'ordre, mais qu'ils sont incapables d'y répondre. La panne se situe au niveau du rein. C'est un problème néphrogénique. Au final, cette enquête au cœur de nos cellules, elle révèle quelque chose d'assez fou. Notre corps est une mécanique d'une précision incroyable. C'est un réseau complexe avec des systèmes de régulation à la fois élégants et puissants qui maintiennent cet équilibre fragile à chaque instant sans même qu'on s'en rende compte. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Cet équilibre de l'eau, ce n'est qu'un exemple parmi des centaines d'autres. Alors, en ce moment même, pendant qu'on se parle, quels sont les autres miracles silencieux que notre corps est en train d'accomplir juste pour nous garder en vie? La biologie, décidément, recèle encore bien des merveilles.